En termes de sécurité des messages électroniques, il convient de prendre en compte plusieurs éléments. Tout d'abord, les capacités de protéger l'accès à sa messagerie électronique à l'aide d'un mot de passe. Ça, c'est un premier élément qui va permettre d'éviter qu'un utilisateur quelconque vienne utiliser votre messagerie électronique pour pouvoir envoyer des messages en votre nom. C'est une première précaution à prendre. La deuxième va concerner l'identification des messages envoyés et pouvoir de cette façon-là tracer et authentifier l'émetteur du message. Pour cela, on va utiliser des mécanismes de signature électronique. Et sans rentrer dans le détail de la signature électronique, il faut savoir que l'utilisation de la signature électronique va se baser sur un certificat de type X509 pour parler de normes rapidement, et qui va permettre de cette façon-là d'authentifier de façon certaine le message envoyé. Une fois le message reçu par le récepteur, celui-ci pourra vérifier grâce à un identifiant placé dans l'entête du message que c'est bien l'émetteur et lui seul qui a envoyé le message. De cette façon-là, on va garantir non seulement l'identité de l'émetteur, mais aussi l'intégrité du message reçu et pouvoir utiliser cela de façon probante. Pour continuer dans les aspects de sécurité, il convient de parler de ce qu'on appelle la confidentialité des messages. Pouvoir rendre un message confidentiel veut dire le crypter, le rendre indéchiffrable à d'autres utilisateurs. Pour cela, il y a deux techniques qui peuvent être utilisées. Soit ce qu'on appelle le cryptage symétrique, c'est-à-dire que le contenu du message va être chiffré avec un mot de passe qui sera transmis au destinataire à l'aide d'un autre canal, pour éviter évidemment qu'il puisse être capturé. Et l'utilisateur, le récepteur, pourra utiliser ce mot de passe pour redécrypter le message. Cette fonction-là est relativement simple à utiliser et à mettre en œuvre, mais sera plus utilisée par rapport à des attachements qu'au contenu même du message. On peut utiliser une autre technique qui est le cryptage asymétrique, mais qui nécessite à ce moment-là de disposer de la clé de signature électronique du récepteur, de façon à ce que lui seul puisse décrypter le message. À ce moment-là, on crypte le message avec sa signature électronique personnelle et le récepteur va pouvoir décrypter le message avec sa clé de signature électronique propre. Ces mécanismes sont assez compliqués et risquent de rendre difficile l'envoi de messages à plusieurs destinataires, d'une part, et d'autre part, à pouvoir décrypter un message au-delà d'une certaine date quand la clé de signature ne sera plus valide. Ce sont des mécanismes assez complexes et je recommanderais plutôt d'utiliser une cryptographie symétrique avec l'envoi d'un mot de passe par un autre canal plutôt que d'utiliser ce mécanisme de clé asymétrique. La seule différence entre un certificat qualifié et un certificat de signature électronique simple, c'est qui va payer l'expert qui va définir si le certificat est valide et si l'intégrité du message est bonne. C'est la seule différence entre un certificat qualifié et un certificat simple. Alors, il sera reconnu ou pas, si on signe avec un PDF avec une signature électronique simple, qui n'est pas issue d'un certificat qualifié, la valeur juridique du document est quand même bonne. L'intégrité du document sera bonne et sera valide. Après, encore une fois, même si Adobe vient dire, quand j'analyse, quand j'affiche mon certificat, il me dit que le certificat n'est pas émis par une autorité qualifiée, ce n'est pas pour ça qu'il a moins de valeur juridique. Et simplement, encore une fois, c'est qui va payer l'expert qui va vérifier la validité et l'intégrité du document. D'un point de vue statistique, les moyennes et les grandes entreprises disposent d'informaticiens. Donc, ces personnes paramètrent correctement les systèmes d'information. Il est sûr que maintenant, lorsque on reçoit des mails chez un particulier, on n'a pas ces informaticiens qui viennent configurer de façon donc plus fine les ordinateurs, les périphériques, tablettes, etc. Donc l'idée est bien de séparer ces usages des mondes professionnels et personnels. Cette étanchéité est nécessaire. Lorsque la messagerie personnelle est utilisée, les deux recommandations sont, alors la première c'est de faire en sorte de transmettre un mot de passe donc, complexe et unique. Alors, unique, c'est qu'il n'est utilisé pour rien d'autre. Et la deuxième, c'est donc d'obliger l'utilisateur à changer son mot de passe dès sa première connexion.
Dans les autres recommandations de l'ANSSI, vous remarquerez aussi qu'il est conseillé de chiffrer les disques durs de vos ordinateurs portables et autres périphériques pour les rendre perdables ou jetables, et ainsi se protéger contre le vol de matériel. Vu le nombre d'équipements perdus ou volés au quotidien, il est important d'installer cette barrière contre les accès non autorisés. Les nouveaux propriétaires et donc utilisateurs de vos ordinateurs pourraient avoir accès à toutes vos données, y compris à vos emails. Sur son site web, l'ANSSI recommande de nombreuses solutions de chiffrement-déchiffrement local. Première règle, ne pas travailler sur des sujets sensibles ni confidentiels quand on est dans les transports en commun ou des lieux publics. L'environnement ne s'y prête pas et vous oubliez souvent l'existence de caméras de surveillance, de reflets dans les vitres, etc. Pour des besoins de discrétion, vous devez toujours orienter votre écran dans un champ de vision hors de portée de vos voisins. Pour réduire cet espace de vision, il est recommandé d'utiliser un filtre de protection d'écran spécialement conçu, donc soit pour votre ordinateur, tablette ou ordiphone, smartphone. Ce filtre de confidentialité vous permettra de travailler pendant vos trajets sans que des curieux ne puissent lire ou photographier les informations de votre écran par-dessus votre épaule. Le webmail est accessible avec des logiciels qu'on appelle des navigateurs Internet, donc les plus connus, Internet Explorer, Mozilla, Firefox, etc. Il y a au moins 3 choses à retenir. La première, c'est qu'il faut, dès que possible, privilégier donc, des fournisseurs d'accès qui proposent en tout cas une consultation sécurisée en HTTPS. C'est le S qui est important, qui veut dire donc sécurisé. C'est lui qui fait toute la différence. Deuxième chose à retenir, c'est que lorsque vous êtes en déplacement et lorsque vous décidez de vous connecter à votre compte de messagerie, si vous ne connaissez pas l'équipement sur lequel vous allez vous connecter, il est tout simplement recommandé de renoncer à vous connecter sur ces équipements inconnus. Pourquoi? Parce que ce sont des équipements qui sont peut-être remplis de virus, de codes malicieux et qui peuvent tout simplement compromettre toutes vos données. Maintenant, on peut comprendre que pour des besoins impérieux, vous devez absolument vous connecter sur ce webmail, sur une machine non contrôlée, donc qui n'est pas saine. Donc là, bien entendu, comme je vous disais, il faut considérer donc, toutes vos informations donc, compromises, mais la recommandation, c'est de changer vos mots de passe à la prochaine connexion lorsque vous revenez après sur votre poste sain. La troisième chose à retenir est qu'il ne faut surtout pas enregistrer tous vos mots de passe lorsque votre navigateur vous le demande. Pourquoi? Parce que si celui-ci est compromis, c'est tous vos mots de passe qui vont être libérés dans la nature. Bon. Il vous faut absolument donc, un coffre-fort numérique dans lequel vous allez pouvoir mettre tous vos données confidentielles, y compris mots de passe. Et donc là, vous avez une liste de produits labellisés sur le site de l'ANSSI, comme KeePass ou même Z, qui vous permet donc d'utiliser des logiciels de confiance. Alors, nous avons fait aussi à l'ANSSI toute une liste de recommandations donc très précises pour sécuriser les navigateurs les plus connus, que vous pouvez bien entendu télécharger sur le site web de l'agence.